Salut Hakim. Oh là là, c'est chaud ce soir. C'est la finale. Bon, dis-moi entre nous, ça fait 2 ans qu'on a lancé cet atelier et on se demande toujours pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette galère. On a toujours la tête dans le guidon, on n'a jamais vraiment eu le temps de se poser pour en discuter. Toi, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet? Cher Christophe, si j'ai décidé d'embarquer dans cette aventure, c'est pour faire en quelque sorte un pied de nez à mon passé. Parce que de là où je viens, les mots étaient rares, pauvres et ne jouaient pas. Et puis un jour, j'ai eu une révélation. Je crois que tout est parti d'un livre. Tu sais, un de ceux qui t'ouvrent les portes d'un monde fabuleux, enchanté, extraordinaire. Bon, ça, c'est pour le storytelling. En vérité, je soupçonne mon inconscient d'avoir opéré en cachette. Quand il a pris conscience de mon gabarit et du potentiel limité de ma croissance, il s'est dit qu'il était plus judicieux pour moi de savoir manier les mots plutôt que les points. Et grand bien lui en a pris. Et aussi parce que je n'avais pas beaucoup d'amis avec qui m'amuser, j'ai décidé de jouer avec les mots. Écoute, ne me juge pas. Si on ne choisit pas sa famille, on a encore le luxe de pouvoir choisir ses amis. Et c'est comme ça qu'est né mon goût pour les beaux discours, les discours éloquents. Tout ça m'a conduit à faire des études de droit. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les concours de plaidoirie. Cet exercice m'a fasciné. Mais je n'ai jamais osé y aller. Pourquoi? Je scrutais la marche au loin et elle me paraissait trop haute. Alors, rien à voir avec ma taille, je te vois venir. Et depuis, dans ma vie, j'en ai pris des escaliers. Ils m'ont mené aujourd'hui à Marx-Dormois, avec notamment la création de cet atelier d'éloquence qui me donne la possibilité de revivre ce rendez-vous manqué avec l'éloquence. Mais surtout, de donner une opportunité à nos élèves de vivre cette expérience à un âge où l'insouciance bat son plein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est pourquoi quand on sort dans le cadre de l'atelier, je préfère emprunter les escaliers plutôt que de me laisser porter par les escalators et l'ascenseur. Comme Armand. Tout à fait. Donc si tu m'as bien suivi, à travers ce projet, je veux qu'ils apprennent, qu'ils comprennent qu'à travers cette expérience, qu'il n'y a aucune marche qu'ils ne puissent gravir. D'ailleurs, toi, Christophe, tu as l'impression qu'ils ont gravi des marches, qu'ils ont progressé? Oui, bien sûr. Quelle évidence. Bon, en même temps, ils étaient tellement nuls au départ que c'était compliqué de faire pire. Mais blague à part, ils ont vraiment progressé. Alors, eux s'en rendent pas forcément compte, encore une fois, et le jury ne pourra pas non plus le prendre en compte dans la délibération. Mais nous le savons. Et on s'en rend encore plus compte quand on les compare par rapport aux premières prises de parole tout au début. C'était pas gagné. Certains ont appris à canaliser leur énergie au service du message à faire passer, tandis que d'autres ont surpassé leur timidité pour que le message soit entendu. Au final, ils ont tous progressé, mais chacun à leur manière. Et du coup, ça te donne envie de recommencer l'année prochaine? Alors tu me poses la question là, maintenant j'ai envie de te dire non, hors de question. Ça prend trop de temps, trop de travail, je commence à me faire vieux et ces jeunes-là, ils nous sucent toute notre énergie. Regarde, on leur écrit noir sur blanc des messages pour que tout soit clair. On leur crée des documents qu'on leur partage pour garder une trace écrite. On leur donne des consignes précises, on leur donne des conseils, on écrit en gras, on souligne, on surligne, on met des émoticônes, on parle leur langage, pour qu'au final, tous les 3 jours, on a le droit aux mêmes questions qui reviennent inlassablement, avec l'utilisation du français qui laisse à désirer. C'est quand qu'on passe? C'est quand la sortie? C'est dans quelle salle l'atelier? C'est combien de temps de passage? Quand est-ce qu'on va au restaurant? C'est quel restaurant? On a atelier demain? C'est à quelle heure la sortie? Où on va demain? On arrive quand? C'est encore loin, etc., etc. Donc là, j'ai envie de te dire, non, plus jamais, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, laisse-moi me reposer, laisse-moi me concentrer sur mon cœur de métier de prof. Mais bon, tu sais très bien, tu me connais, je te dis ça là maintenant, mais une fois que j'aurai repris un peu du poil de la bête, avec toutes les belles émotions que l'atelier m'a procurées, c'est possible qu'on reparte pour un tour l'année prochaine. Et parmi les bons moments et les émotions dont tu parles, lequel tu retiens?
Alors, je pourrais t'en citer plein, et pour être honnête avec vous, j'en avais préparé plein. Mais ma femme, ici, est passée derrière moi, m'a obligé de tout supprimer pour éviter que ça dure trop longtemps. Alors, avec un peu de recul, j'ai dû en choisir un, et celui que je vais retenir, c'est celui de la conférence des avocats du barreau de Paris, en présence de M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, spécialiste et expert de l'éloquence. Je vous la fais rapidement. Avec Hakim, quelques jours plus tôt, on se rend dans cette conférence des avocats du barreau de Paris pour voir si on peut y emmener les élèves. Tout est OK, et donc après, tout s'enchaîne très vite. On crée les autorisations de sortie, on les distribue, on explique à peu près 300 fois aux élèves en quoi consiste la sortie. On récupère les autorisations de sortie, on se réunit le jour J devant le lycée, on va à la gare, on prend le RER, puis on prend un métro, un autre métro, et on arrive 1 heure à l'avance. On avait anticipé parce que c'est dans la limite des places disponibles. On fait la queue, on attend. Mais tout le monde est excité. Il faut se remettre dans le contexte, il s'agit d'avocats. Il y a le ministre de la Justice, nous sommes à Paris, c'est le musée des avocats. C'est notre première sortie de l'atelier, il fait nuit, alors forcément tout excite, on rigole, on s'amuse, on grignote. Et puis fin. L'amphithéâtre de la conférence est plein. Nous qui continuons d'attendre. Échec total, cette sortie. Tout le monde est déçu. Alors bien évidemment, pour une fois, les élèves ont fait preuve d'initiative, en nous proposant plein d'alternatives. Monsieur, si on allait au McDo, monsieur, si on allait dans un bar, monsieur, si on allait en boîte de nuit, tant qu'on y est. Allons faire un tour sur une péniche. Bon, finalement, il était temps de rentrer, c'est mieux comme ça. Nous étions déçus, mais c'est aussi ça la vie. Elle est parfois faite de réussites, mais aussi d'échecs, sans que cela nous empêche d'y voir le positif. Ce moment-là, on a passé un bon moment tous ensemble. C'était l'occasion pour nous de créer un lien avec les élèves, un lien différent, et ça a été aussi un moment pour les élèves de partager entre eux des moments. Je me rappelle par exemple que pour certains et certaines d'entre eux, c'était la première fois qu'ils ont eu l'occasion de goûter ce fruit exotique qu'on appelle une date. Quel régal de les voir ensemble dans le partage et la découverte mutuelle. Bon, bien évidemment, vous nous connaissez, on n'en est pas resté là. La semaine d'après, rebelote, on retourne à la conférence des avocats du barreau de Paris. Et tout se passe très bien, et en sortant, tu te rappelles ce qu'on se dit? On se dit, ah vraiment, nos élèves n'ont rien à envier au maître du barreau. Loin de là. On s'est même surpris à imaginer nos poulains les affronter et tous les éteindre. Mais bon, on va déjà voir ce qui valent devant vous ce soir. Il est temps de rejoindre nos invités. Chers membres du jury, très sincèrement, merci de nous faire l'honneur de votre présence à cette soirée qui représente l'aboutissement d'un projet si cher à nos cœurs. Monsieur Pessoa, élu municipal, nous sommes ravis de vous compter parmi nous et nous espérons que vous trouverez des idées intéressantes au déploiement de vos futurs projets portant sur l'éloquence. Cher Malika, notre CPE, qui a non seulement le don de percer les secrets des élèves, mais aussi nos pauvres tympans. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Oh, ça va se payer, ça. Madame Ibrahim, ma chère femme, toi qui vis cet atelier à travers moi comme si tu y étais, merci pour ta patience, merci pour être toujours là pour répondre à mes questions et mes sollicitations. Merci d'avoir accepté de me partager avec Hakim au cours de ces dernières semaines. Merci de me soutenir dans ce projet chronophage et énergivore. Tout simplement, merci d'être là et merci d'être toi. Cher Jean-François, partenaire de la première heure, tu as transmis avec ta bonne humeur ton expérience et ton goût pour l'éloquence à nos élèves. Merci pour ton investissement, merci pour ta patience et encore merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Monsieur Ranouchi, merci pour votre soutien infaillible qui nous permet d'améliorer ce projet d'année en année. Et surtout, merci pour votre présence, d'une part, lors du premier tour qui n'a pas laissé indifférents les élèves et nous-mêmes, et d'autre part, ce soir, malgré un emploi du temps, on le sait, très contraint. Merci à vous. Enfin, Monsieur Jeanne, premier magistrat de la commune et invité d'honneur de cette finale. Monsieur le maire, nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour avoir accepté de faire partie du jury. Votre présence ajoute une valeur inestimable à cette finale qui contribue au succès de cet événement. À travers vous, nous remercions également votre cabinet, notamment Madame Marini, directrice, qui nous a fait confiance et nous a donné les moyens d'organiser ce concours avec une touche professionnelle.
Les remerciements seraient incomplets, bien évidemment, si nous n'évoquions pas ce soir le lieu de notre finale. Merci à la ville et merci au théâtre Gérard Philippe de nous ouvrir les portes de ce temple de l'expression et de la mise en scène. Nos remerciements vont en particulier à Madame Petit, qui aura l'honneur de nous dire un petit mot après. Non, je plaisante. Responsable de la communication des publics pour son accueil, sa disponibilité et sa réactivité. Merci beaucoup. Avant de lancer les hostilités, nous rappelons très brièvement les règles et le déroulé de la soirée. Nous allons assister à 4 duels. Pour chaque duel, la tradition exige que celui ou celle qui prend la parole en premier défende la positive. Entre chaque duel, 2 élèves de l'atelier monteront sur scène pour raconter une anecdote ou un ressenti qui les ont marqués au cours de cette riche année. Au terme des duels, nous diffuserons un montage vidéo sur l'écran retraçant le parcours réalisé dans le cadre de l'atelier, quelques minutes. Ensuite, le jury se retirera pour délibérer pendant 20 minutes maximum. Pendant ce temps, le public sera autorisé à se rafraîchir au bar que vous avez ici sur votre droite. Au moment de l'annonce des résultats, seront appelés d'abord les non-finalistes auxquels nous distribuerons des récompenses. S'en suivra l'annonce par ordre alphabétique des 5 finalistes n'ayant pas accédé au podium, avec remise des récompenses là aussi, et enfin l'annonce des 3 premiers. Nous terminerons par un moment d'échange et de convivialité tout en se rafraîchissant au bar. On sait très bien, vous êtes tous là pour ça. Le temps d'une soirée, nous avons pris nos quartiers dans ce théâtre. Nous espérons que vous êtes bien installés et que la soirée se déroulera pour le mieux et sans pépin. Je ne veux pas passer par l'oiseau de mauvais augure, mais imaginez un instant qu'un de nos orateurs, ici présent, saisi par le stress, tombe dans les pommes avant de commencer. Nous serions évidemment embarrassés par ce scénario, mais c'est compter sans la présence de Sarah et Christophe, pour qui ce fruit à pépins n'a plus de secret depuis qu'ils ont reçu la mission de s'affronter sur le sujet « Fallait-il croquer la pomme ?» Le temps d'une soirée, nous allons détourner la légendaire lumière dont jouit Paris pour la projeter sur Champigny. À travers ce concours, nous souhaitons mettre en lumière le talent de nos élèves, des villes de banlieue, et plus précisément de notre établissement Marx d'Ormois. Préparez-vous ce soir à être émerveillés par leur virtuosité, inspirés par leur audace et admiratifs de leur courage, si ce n'est pas déjà fait. Paris, tu patienteras encore quelques heures avant de te parer à nouveau de ton revêtement luminescent, à condition que Darnica parvienne à nous convaincre que tu es encore digne d'être appelée Ville-Lumière. À moins que Roger nous démontre que tu n'es plus à la hauteur de cet attribut, auquel cas Champigny saura en faire bon usage. Le temps d'une soirée, nous allons écouter 8 candidats déclamer leur discours dans la pure tradition des joutes oratoires. Comprenez qu'on ne s'improvise pas rhéteur du jour au lendemain. Maîtriser cet art exige un investissement de tous les instants. De telle sorte que, pour ne pas rendre une feuille blanche, ce soir, nos graines d'orateurs ont certainement dû passer quelques nuits blanches à penser, se documenter, gratter du papier, pour n'en retenir que la substantifique moelle qu'ils vous offrent ce soir, à l'image de Miangali et Armand, qui s'affronteront sur le sujet « Les nuits blanches manquent-elles de couleurs ?» Le temps d'une soirée, nos orateurs seront les stars. Après leur performance, n'hésitez pas à les approcher. Ils sont accessibles, ils vous signeront des autographes et accepteront de prendre des selfies avec vous. N'en doutez pas. Flattez leur ego. Allez-y franchement, nous les avons immunisés contre la vanité et l'orgueil. Quand on sent que leurs chevilles commencent à gonfler, on les emmène voir un concours d'éloquence à la Sorbonne et tout retrouve sa taille normale. Cher public, chers membres du jury, le dernier duel opposera l'ego du champion en titre et loin à l'ego du daniacentrisme sur le sujet « L'ego est-il un jeu de construction ?»
nous déclarons officiellement ouverte la finale de la deuxième édition du concours d'éloquence de Marc Stroessner. Tic-tac, tic-tac, l'horloge tourne. Je dois décider. Vais-je me laisser tenter et dans cette pomme croquer? J'ai décidé. Vous voulez savoir ce que j'ai choisi de faire? Ce qu'il se passe au moment où je croque la pomme? Parce que oui, j'ai décidé de croquer la pomme. Attendez, vous allez comprendre. Bon, vous connaissez tous Blanche-Neige, n'est-ce pas? Ce conte de notre enfance avec la méchante reine qui empoisonne la jeune fille. Bon, la jeune fille est quand même assez cruche pour accepter la pomme d'une vieille femme dans la forêt, mais bon, passons. Mais il le fallait. Oui, il fallait que Blanche-Neige croque la pomme, qu'elle soit aux portes de la mort, pour que son prince, même si aujourd'hui c'est sûr ça fait polémique, vienne l'embrasser et la libérer de son long sommeil. Et vous connaissez la suite. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il fallait que je croque la pomme moi aussi, pour en connaître le goût, les saveurs, la texture. Bon, je me lance et je croque cette pomme. Je ne sais pas si elle sera empoisonnée, ou bien si elle sera bien mûre, ou si elle renfermera quelque chose de merveilleux. Car ce n'est pas la pomme. C'est bien plus qu'une simple pomme. Cette pomme est le symbole de votre vie. Celle que parfois vous avez peur de vivre à fond. Cette vie qui nous en fait voir de toutes les couleurs, qui nous rend tristes, en colère, heureux, et tout cela en même temps, qui nous apprend tant. Ce n'est pas la pomme, c'est l'action de croquer l'important. C'est ce saut que l'on fait dans le vide. On se jette et pendant toute la chute, on se demande « Mais bon sang, mais qu'est-ce qui m'a pris de sauter ?» Tandis qu'on prie le ciel de nous faire voler. Parce que sans un miracle, on est sûr de se rétamer en beauté. Mais on saute quand même. Parce qu'il le faut pour vivre, pour pouvoir prendre son envol. Dans le cœur, les regrets pèsent beaucoup plus lourd que les remords. La phrase de Big Flo et Oli est bien connue, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Est-ce mieux de rester avec ce point d'interrogation au-dessus de votre tête? Les adultes nous disent souvent, à nous les jeunes, qu'il faut profiter, tant qu'il en est encore temps, qu'il faut profiter de sa jeunesse, qu'il faut croquer la vie à pleines dents. Mais vous savez ce qui est incroyable? Beaucoup de personnes se réveillent à 70, 80, 90 ans, et ces personnes décident de faire le tour du monde, de sauter en parachute ou bien d'envoyer balader leur famille. Je vais vous confier un secret. La plupart des gens ont peur. Oui, ils ont peur de ce que les autres vont penser s'ils prennent telle ou telle décision, ou même ont peur d'eux-mêmes. Et c'est malheureux, mais ils doivent arriver à la fin de leur vie pour se rendre compte qu'ils ne vivent pas pour les autres. Alors quand ils se disent que demain, l'avenir ne sera peut-être plus, ils comprennent qu'il faut croquer la pomme pendant qu'il en est encore temps. On ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas savoir ce qu'il va se passer à l'avance, sauf si vous êtes Madame Irma. Il faut oser croquer pour pouvoir savourer, pour pouvoir vivre sans regret. Bon, dans tout ça, j'étais un petit peu obligée de parler d'Adam et d'Ève. Vous avez entendu le mythe, déjà? Le serpent tente la femme en lui assurant que si elle mange le fruit de l'arbre défendu, ses yeux s'ouvriront et que les deux amoureux seront comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme réfléchit et se dit qu'il serait agréable de manger ce fruit, puisqu'il donne l'intelligence. Alors elle le goûte, puis l'offre à son mari. Dieu punit alors la femme et l'homme pour leur désobéissance. Ils sont chassés du jardin d'Éden, la transgression de l'homme et de la femme envers l'interdit
les fait devenir mortels et donc humains. C'est ainsi qu'Ève donne naissance à 3 fils et avec eux s'ouvre notre histoire, l'histoire humaine. Bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, bien qu'il y ait autant d'interprétations de cette histoire que de personnes pour la raconter, ce mythe nous apprend une chose. Parce que c'est l'être humain, il ne résiste pas à la tentation. Il est influençable. L'être humain est tel, imparfait. Et je vais vous dire, c'est ce qui fait qu'il y a une certaine beauté en lui. Les êtres humains font des erreurs. Quel intérêt y aurait-il si on ne faisait aucune erreur, si on ne faisait aucun faux pas, si on ne vivait aucune montagne russe? Il fallait qu'Ève croque la pomme, transgresse la règle pour que nous soyons ici selon le mythe. Alors, allez-vous croquer la pomme? C'est un choix difficile, j'en suis bien consciente. Mais vous savez ce qui est encore pire? C'est de ne plus avoir le choix. Parce que quand la mort frappe, et elle frappera, un jour ou l'autre, nous le savons tous, on se dira, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce qu'il se serait passé si? Je ne veux pas que ce sentiment vous submerge, ce sentiment de regret. Je veux que vous ayez le choix. Mais le choix, ce sera à vous de le faire. Quand le moment sera venu, quand l'occasion se présentera. Ne pas croquer, c'est un peu ne même pas tenter. C'est même, dirais-je, je pense sans trop me tromper, un manque de courage. Oh, et j'entends déjà les bruits de couloirs arriver à mes oreilles et me chuchoter qu'il faut savoir différencier le courage avec le risque inutile. Alors, je répondrai à ces bruits de couloirs que si le risque est inutile, alors ne vivons plus rien. N'essayons plus, ne testons rien. Parce que, mesdames et messieurs, vous le savez, pour réveiller son esprit critique, il faut de l'expérience. Et l'expérience provient d'épreuves vécues qui nous forgent, qui forgent notre nous présent. Il fallait bien que je croque la pomme, que je puise dans mes ressources pour trouver le courage de prendre ce risque. Et à présent, je suis ici devant vous. Je veux vivre. Et si pour cela je dois faire des erreurs, eh bien, qu'il en soit ainsi. Pourriez-vous faire quelque chose pour moi? Non, quelque chose pour vous, en fait. S'il vous plaît, vivez. N'attendez pas demain pour croquer votre pomme. Ne passez pas à côté de votre bonheur par peur. Tic-tac, l'horloge tourne. Je dois décider. Vais-je me laisser tenter et dans cette pomme croquer? J'ai décidé. Maintenant, c'est votre tour. Janvier 1995. Jacques Chirac, alors sur un plateau télévisé et candidat aux élections présidentielles, déclare face au journaliste Alain Duhamel « Je suis un mangeur de pommes ». Cette phrase, reprise et détournée par les guignols de l'info, lui a en partie permis de remporter les élections de cette même année et d'accéder à la présidence. Bénéficiant de l'image d'un homme sympathique, simple et authentique, que lui offre la pomme, un fruit du terroir bien connu de tous et le plus consommé de France. Au terme de ces 2 mandats, soit 14 ans plus tard en 2007, me voilà arrivé au monde. Depuis, j'ai bien grandi et avec moi, une entreprise aussi. Et oui, car pour le grand public, l'année de 2007 est marquée par l'annonce d'une toute nouvelle révolution technologique, l'iPhone. Un téléphone portable doté d'un écran tactile et soi-disant intelligent, produit par la marque américaine Apple. Le monde était, sans le savoir encore, à l'aube d'un bouleversement sans précédent à l'échelle planétaire, parce que maintenant, presque tout le monde a un smartphone à portée de main. Mesdames, Messieurs, chers publics et chers jurys, non, il ne fallait pas croquer la pomme.
Mais alors pourquoi? Pourquoi ne fallait-il pas goûter à ce fruit qui apporte progrès et connaissance? Pourquoi ne pas se laisser tenter de la croquer? Croquer la pomme, c'est d'abord tolérer les pratiques de cette multinationale. Apple est en effet accusé de se fournir auprès d'usines asiatiques, comme en Chine par exemple, mon pays d'origine, ayant recours au travail forcé des Ouïghours, une minorité ethnique et musulmane à l'est du pays, dans la province du Xinjiang. Le fruit croqué est alors complice de graves atteintes aux droits humains fondamentaux. Par ailleurs, il s'est avéré il y a quelques années que la marque à la pomme soit impliquée dans un programme de surveillance de masse mené par les États-Unis. Ce sont grâce aux révélations d'Edward Snowden en 2013 que cette affaire fut mise en lumière aux yeux de tous. Parmi ces agissements frauduleux, vol et fuite de données, comprenant les contacts, SMS, coordonnées GPS, appels, photos ou encore vidéos. En bref, même les vertes et les pas mûres y passent. Mais ce n'est pas tout, figurez-vous. Apple est non seulement un mauvais élève en termes de droits humains ou de vie privée, mais l'est tout aussi au niveau environnemental. L'entreprise est pointée du doigt par Greenpeace plusieurs fois pour sa mauvaise gestion du recyclage, pour ses matériaux de fabrication polluants ou toxiques et pour obsolescence programmée qui pousse à toujours plus de consommation. Attendez, consommation? Non, plutôt surconsommation. Sortir un nouveau téléphone chaque année et pousser les gens à l'acheter et à remplacer le leur, qui est pourtant encore souvent parfaitement fonctionnel. Quel gâchis, quel désastre pour l'écologie. N'est-ce pas scandaleux? Comme j'ai pu le dire l'année passée, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tout comme les pommiers. Donc avant toute chose, il faut cultiver notre jardin et il ne faut pas croquer une nouvelle pomme venant d'un autre pommier, alors même que l'on en a entamé une. Plus largement, il y a autre chose que nous avons d'ores et déjà entamé en ce jour, en ce jeudi 23 mai 2024. Nous avons atteint un seuil critique, tragique et fatidique, celle du jour du dépassement. En tant que Français, cela fait 20 jours que nous consommons plus de ressources que la Terre ne peut produire ou renouveler en un an. Il faudrait donc trouver, tous ensemble, un juste équilibre, dès à présent, si nous ne voulons pas que notre pomme, que notre pommier, que notre terre ne pourrisse. Puis, avant même que notre pomme ne pourrisse, il fallait tout d'abord ne pas la croquer. Croquer la pomme, symbole du péché originel, c'est aussi se laisser tenter par ce fruit commun de nos régions, pourtant défendu par plusieurs religions. Croquer la pomme, c'est alors souhaiter braver l'interdit. L'interdit qu'il est tout de même souvent pour une bonne raison. À raison puisque l'esclavage est aujourd'hui aboli. À raison puisque le viol est proscrit. À raison puisque tuer autrui est interdit. Ceci étant dit, ce qui est fait est fait. Ce fruit prohibé a été croqué, peut-être par curiosité, mais peut-être aussi par amour. Car n'oublions pas qu'Ève n'est pas la seule à l'avoir fait. Adam aussi. C'est pourquoi j'ai bien une pomme d'Adam dans ma gorge et non une pomme d'amour. Mais cela en valait-il le coup? Était-ce vraiment nécessaire de croquer la pomme au nom de l'amour, mais en dépit de l'interdit? Non, non et non. Croquer la pomme, c'est surtout condamner l'humanité à rester sur Terre et à travailler dans la souffrance en attendant le jour de la délivrance. Croquer la pomme qui est en réalité empoisonnée, c'est au final regretter. C'est vrai, nous éprouvons tous des regrets. Qui n'a jamais regretté d'avoir déçu? Qui n'a jamais regretté
d'avoir amassé des occasions manquées. Qui n'a jamais regretté d'avoir fait une promesse, comme celle d'un resto par exemple? Mais si quelqu'un ose toujours me contredire, qu'il ou elle se lève de suite pour l'affirmer. Personne? Je suis heureux d'apprendre que j'ai face à moi des êtres humains et non des satanées machines. Parce que l'on m'a appris que le rire est le propre de l'homme, mais ajoutons-y également les regrets. Prenez donc en compte toutes mes erreurs, mais ne me laissez pas en pleurs. Car si vous croquez la pomme et leur donnez l'Éden, ils en font un enfer. Puis, par les soirs bleus d'été, mettons les machines de côté et fêtons nos exploits à Champigny avec un petit verre de champomy. L'éloquence m'a permis à mieux m'exprimer et avoir plus confiance en moi. J'ai su sortir de ma zone de confort et je me suis inscrite dans cet atelier. Et ça m'a permis aussi d'enlever un peu ma timidité. Mais revenons au sujet du jour. Darnica a la positive sur le sujet « Paris est-elle la ville lumière ?» Darnica, si je te décris en seulement 2 mots, ce serait émancipation créatrice. Une émancipation créatrice tant dans l'écriture que dans le dessin. Dessinatrice assurée et passionnée, Darnica dessine des personnages des dessins animés et des personnages fictifs qui sont en réalité les protagonistes de ces histoires. Les dessins sur One Piece, le monde de Gumball, mettront des étincelles de la lumière dans Paris, une ville sombre et morose à cause de la pluie incessante. Et oui, cher public, nous avons ici sous vos yeux ébahis une représentation en chair et en os de Picasso. On espère aussi que tes représentations, tes illustrations rendront de la joie de vivre aux Parisiens toujours aigris. On ne va pas se mentir. Donc, parlons maintenant de ton talent d'écriture. Darnica écrit des histoires dans lesquelles elle s'inspire d'expériences de la vie et des aléas de la vie. Ces écrits vont être diffusés prochainement au journal de Villiers, donc je vous incite tous à lire ces années et années de travail. Magicienne assurée, accompagnée de sa plume, elle vous jettera un sort et vous envoûtera de son style d'écriture des plus appréciés. Pour moi, l'éloquence, tout comme ma camarade, m'a apporté la confiance pour vaincre ma timidité qui se voit assez souvent. Et puis, même si je n'étais pas vraiment au courant au début, ce club nous permet également de faire des sorties incroyables dans des endroits où nous ne serons peut-être jamais allés. Alors, merci à M. Pinault et à M. Ladrati. Et oui, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, nous assisterons bel et bien à une finale de haut niveau. Car face à notre dessinatrice de renom, nous avons également Roger. S'il a toujours su se démarquer grâce à ses discours toujours emplis d'humour, notre candidat a plus d'une corde à son arc. Nous avons pu le constater lors de son dernier discours, où il nous a montré une nouvelle facette de sa personnalité, qui lui a ouvert les portes de la finale. Il a toujours su être au rendez-vous, autant par sa présence que par son style vestimentaire. Et il va tenter encore une fois de nous surprendre, en tentant de nous convaincre que Paris n'est pas la ville lumière. Le saviez-vous? Lors de l'exposition universelle de Paris de 1878, fut présenté un objet qui révolutionna le cours de l'humanité, l'ampoule électrique. La lampe électrique éclaire nos salles de cours, les salles d'opération, les rues de nos villes et même mon bureau pour que je puisse dessiner dessus. Et elle a été démocratisée à Paris, bien sûr.
Paris est la ville où la lumière est née. Paris est la ville lumière. Mais qu'entendons-nous par lumière? Voyez-vous la petite lampe qui brille au-dessus de ma tête? Eh bien, cette ampoule va vous montrer à quel point Paris est la ville lumière. La lumière qui rend Paris si brillante peut provenir de tout ce que la ville peut nous offrir à voir et à profiter. À commencer par la nourriture. On y trouve de tout. Des restaurants japonais, des restaurants indiens, des restaurants chinois, des restaurants américains et bien sûr nos restaurants français. Une telle diversité qui met en avant les autres cultures, en plus de la sienne, c'est bien la générosité de Paris. Si vous n'êtes pas trop côté gastronomie, qui n'oublions pas est inscrite à l'UNICEF, allons voir comment Paris brille dans ses plus belles architectures. Si je dois vous parler du plaisir visuel de Paris, je pourrais vous en faire un blason pendant des heures et des heures. Mais je vais me contenter de faire une toute petite énumération des faits, histoire de vous rappeler certaines choses. Commençons par la grande dame de fer, qui fait briller Paris sur le plan international. Je parle bien de notre tour Eiffel. Grande, majestueuse, l'image même de la France. Elle est immanquable. L'Arc de Triomphe, par exemple, qui brille par les milliers de touristes, mais aussi par la flamme qu'on allume en la mémoire du soldat inconnu. Le musée du Louvre, construit en verre, qui reflète les lumières du soleil et qui illumine notre vue en pleine journée. Et n'oublions pas notre cathédrale de Notre-Dame, qui brille de par la culture et son histoire, mais également dans le film Notre-Dame de Disney. Même si vous n'avez pas l'esprit de l'architecture, alors laissez-moi remonter le temps pour vous présenter les plus belles lumières d'antan. La lumière française, la littérature française a eu un cluster d'ingénierie dans les derniers siècles. Je ne peux pas vous parler de littérature sans vous parler de nos chers philosophes des Lumières, de nos fabuleux Diderot, Montesquieu ou même François-Marie Arouet, que vous connaissez sans doute sous le nom de Voltaire. Ils ont tous été établis à Paris. Inutile de vous dire que leur lumière a éclairé notre société. Notre société, mais également nos cours de première, les étrangers, nos lectures analytiques. Ce n'est pas sans raison qu'on appelle certains de nos rois despotes éclairés, parce qu'ils ont repris les idées des Lumières. Mais même sans vous parler des philosophes des Lumières, je peux vous citer certaines lumières intellectuelles qui proviennent de notre cher Paris. Des personnalités comme Zola, Stéphane Mallarmé ou même George Sand étaient de petites lumières, des petites ampoules qui continuent d'illuminer nos cahiers de cours. J'accuse mon alter ego, qui me pousse à dire que Paris est en train de perdre sa gloire passée. Cependant, laissez-moi dire à mon alter ego que Paris a justement la vie devant elle. Cela me rappelle un illustre personnage qui s'appelle Baron Haussmann. Je me souviens de lui car Madame Prime m'a cessé de me rappeler ce personnage. Il a fait un investissement dans la capitale, mais l'aurait-il fait si il n'y aurait pas eu de retour sur investissement? Et que fut donc le résultat de toute cette agitation? Des bâtiments si reconnaissables qui s'illuminent la nuit pour éclairer les rues de la ville. Et si vous pensez que Paris est toujours en train de perdre sa lumière, eh bien repensez aux Jeux Olympiques qui vont arriver cette année et de la flamme olympique qui va raviver la lumière de Paris. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la grande dame de fer, de la tour Eiffel. Mais savez-vous qu'en plus d'illuminer de mille feux, elle porte fièrement de grandes valeurs de l'humanité. Par exemple, elle s'est illuminée en jaune et bleu en la mémoire de l'Ukraine, en bleu pour les droits de l'enfant, en couleur pour ses 130 ans, aux couleurs de la France à l'occasion de sa candidature pour les Jeux Olympiques en 2017, en blanc avec le message « Merci Johnny » au premier étage en l'hommage à Johnny Hallyday, ou encore en bleu-blanc-rouge en la mémoire des attentats du 15 novembre 2015. La Dame de Fer, comme une mère, inculquant des valeurs fières, nous enseigne des leçons tout en lumière. Pour finir, laissez-moi vous raconter une dernière histoire qui me reste en tête comme ça, histoire de vous faire rire.
C'est grâce à mon professeur de français que cette histoire m'est revenue. Alors laissez-moi vous faire une petite imitation. Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici mon droit de bienvenue et une gratification. C'est juste, je vais leur donner un pourboire, mais ce sera Paris, chapitre 17 de Gargantua. Mais bien sûr, Rabelais s'est bien amusé à donner une signification particulière au nom de la ville. Même si ce n'est pas vrai, je préfère personnellement avoir ce mythe en tête et continuer à rire de mon cœur dans mon petit coin. C'est quand même drôle de se dire que dans la tête de Rabelais, Paris brille avec une histoire de pipi. Soyez au rendez-vous cet été pour voir notre ville briller avec la flamme des Jeux Olympiques. Ah, Paris! Paris, ville de l'amour, du croissant et des pains à la chocolatine. Hein? Ah, excusez-moi, pas au chocolat. Excusez-moi. Paris est une ville fascinante. C'est l'une des destinations les plus populaires à l'échelle mondiale. C'est tellement agréable de parler de Paris. Il y a quelques jours, j'ai été informé par M. Ladrati et M. Pinault, bien sûr, que Paris avait une autre appellation, celle de la ville lumière. Je vais vous confier un secret. Je ne savais pas quoi dire à propos de Paris. Et donc, en fait, pour moi, Paris, c'est Paris, quoi. Si, par exemple, un Britannique me demandait « Alors, décrivez-moi Paris », je lui répondrais « Baguette ». Alors, j'ai dû faire preuve d'intelligence. J'ai demandé à Madame Ferrez, professeure de français, et à Madame Pierre, ma professeure de maths, qui m'ont beaucoup éclairé sur plusieurs sujets. Alors, offrons-nous un bon bol d'air frais et plongeons dans l'histoire fascinante de Paris, surnommée la Ville Lumière. Paris, 1665. Paris gouverné par Louis XIV, alias Roi Soleil, excusez-moi. À cette époque, Paris n'était pas le Paris que l'on connaissait aujourd'hui. Ou pas? Non, pas du tout. Paris reçut pour la première fois son titre de Ville Lumière, car elle fut la première ville à avoir instauré des établissements de lanternes pour éclairer les rues. Mais si Paris était la première ville à avoir été éclairée à la bougie au XVIe siècle, elle ne fut pas la première ville à être éclairée, ni au gaz, ni à l'électricité, au XIXe siècle, mais New York, à cette époque. Ainsi, Paris reçut ce titre car elle fut la première ville à avoir produit une exposition dédiée à la lumière. À l'époque, Paris était qualifié de ville lumière. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. La lumière fait référence ou est associée à la pureté, l'intelligence, la connaissance et au bonheur. Alors, lorsque nous rassemblons tous ces noms, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir reformuler Paris. Car Paris ne qualifie pas ces noms. Car Paris est l'opposé de ces noms. Paris était la ville lumière? Mesdames et messieurs, rassurez-vous, j'aime bien Paris. Mais hélas, il y a un tracas qui... Je suis désespéré. Je suis désespéré des gens qui disent que Paris est la ville lumière. Car, dans ce contexte, selon moi, ces personnes parlent pour ne rien dire. Alors je dis que Paris n'est pas la ville lumière. La preuve avec que l'un des artistes français nous parle de son histoire arrivée à Paris. Je vous raconte son histoire en quelques phrases. Un jour, Gaël Faye, un écrivain, auteur, compositeur franco-rwandais, décrit son arrivée à Paris, qu'il appelle Paris des Lumières. Après avoir fui le Burundi à l'âge de 13 ans pour s'installer à Paris. Il raconte que Paris est une ville maquillée de lumière, habillée de gloire et de prestige, que Paris n'était pas le Paris que l'on connaissait, que l'on pensait, avec ses décors de cartes postales. Un Paris rempli, juste pour attirer les touristes. Dans ce Paris où sa population est livrée à elle-même, essayant de vivre comme elle peut, dans les rues, les métros, ou si elles ont de la chance, dans des bidonvilles, comme à Saint-Ouen ou en Seine-Saint-Denis, en attendant leurs expulsions par les forces de l'ordre. Mais si cette histoire vous semble un peu trop lointaine, laissez-moi vous conter la mienne. Il y a environ 2 ans de mémoire, ma famille et moi et une amie avions loué un hôtel pour passer la nuit pour prendre l'avion le lendemain. Dans cet hôtel, rien n'allait. Il y avait
une odeur de cigarette sur chaque recoin où vous tournez votre nez. Et pour le plat de résistance, ce que j'appelle les fils de la terreur, pour faire en simplifié, des fous, qui créent en pleine vie de lumière. Vous me direz sûrement, oui Roger, tu exagères, c'est la vie, que j'ai pas eu de bol. Ceci m'est arrivé, non 2 fois, mais 3 fois. Dans ma dernière expérience, ces fous ont mis le feu à l'hôtel et nous fûmes obligés de sortir dehors en claquettes chaussettes. Regardez par vous-même. Regardez le ciel, n'est-il pas beau? Ah, excusez-moi, je me suis repris de point de vue. Regardez ces sols, ces bancs. Je n'ai pas besoin de décrire ce qui se trouve sur le sol et les bancs, car vous le savez très bien que ceci est le magnifique cadeau de nos compatriotes, les pigeons. Oh, oui, les rats. Oh, ces rats qui se glissent partout, dans les rues, les poubelles. Ah, j'allais oublier. La prochaine fois que vous verrez un rat, dites-lui qu'un chef cuisseau cherche de l'aide pour faire de la ratatouille. Pensez-y. Après ces quelques citations, Paris représente-t-elle la pureté ou la propreté? J'en doute fort. Je le vois sur vos têtes d'ange que vous n'êtes pas convaincus. Alors si parler de pigeons et de rats ne vous convient pas, passons dans une autre catégorie. Le bonheur. C'est un leurre à l'heure. Car plusieurs d'entre vous me diraient, les Parisiens sont heureux. Pardon? Excusez-moi, les Parisiens sont heureux? Non, non et non. Car selon un sondage, 36% des Franciliens se disent être malheureux. Premièrement, dû à la sécurité. Deuxièmement, à l'inaccès aux services publics. Et troisièmement, aux espaces culturels. Hélas, depuis quelque temps, nous remarquons qu'il y a une forte activité à Paris. Comme par exemple, cette année avec l'aménagement des JO. Cette année, comme vous l'avez remarqué, Paris reçut la flamme pour organiser les JO. C'est génial, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je n'y raconte ça. Mais ce qui me tracasse, c'est le fait que Paris se croit être une ville lumière, en traitant sa population comme une population sans valeur, pour donner au monde l'impression d'être une ville parfaite, toujours pleine de bonté, lumineuse et charitable, alors qu'elle supprime des lieux essentiels pour ceux qui y vivent, en touchant certains transports en commun, comme par exemple les lignes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, pour prétexte qu'il y aura beaucoup de gens, ou encore les bouquinistes. Tiens, ces bouquinistes qui sont installés au pied de la Seine depuis 450 ans, obligés de se déplacer. Je cite, « On nous a clairement expliqué que nos boîtes allaient gêner la vue le jour de la cérémonie des JO et que nous allions être obligés de les démolir. » Et vouloir les démolir, c'est comme vouloir démonter la Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris. Où est donc passé ce flambeau que Paris se vantait? Paris a reçu un flambeau, mais sa lumière ne s'arrête qu'à ses yeux et n'atteint pas les autres. Car une population heureuse concourt à l'avancement du pays et ce qui suit. Alors, mesdames et messieurs, toutes les villes peuvent se prénommer être villes lumière, mais ne les jugeons pas à leur aspect, mais jugeons-les à leurs fruits. Deux ans. Ça fait déjà 2 années que je suis à l'atelier. Oui, ça fait 2 ans que je soutiens mes camarades. Et non, je n'ai pas envie d'arrêter d'y aller. J'y ai en effet passé des moments incroyables. Et je veux vous faire part de toute cette joie que l'on a tous ressentie à nos débuts. Tous ces moments passés au CDI, le jeudi soir, de 16h à 18h, en compagnie de Jean-François, JF pour les intimes, accompagné de ses acolytes, la DAO, ou encore des avocats, des juristes, ou encore des étudiants en droit. Ils ont tous pris le temps de venir à ces heures quelque peu déconvenables pour certains, pour nous apprendre
les bases de l'éloquence et bien plus encore. Bien sûr, l'atelier est un endroit amical et rempli de bienveillance où tout le monde a sa place et où chaque place a sa chose. En effet, comme Maxime l'a dit, l'atelier d'éloquence nous a accueillis et nous a aidés à trouver notre place. On a pu rencontrer de nouvelles personnes et tisser des liens entre nous et passer de bons moments ensemble. Comme par exemple le jour où nous avions eu l'initiation à la Commedia dell'arte. Et nous avons pu apprendre que pour pouvoir bien s'exprimer, il fallait porter ce masque devant vous pour pouvoir performer devant vous. Ce masque, en effet, a permis de révéler chacun de nos talents. Si on m'avait dit aujourd'hui que je serais là où je suis, face à vous, en vous regardant dans les yeux et non vos pieds, eh bien, je n'y aurais pas cru. Mais détrompez-vous, parce que chacun de nous est méritant aujourd'hui et mérite sa place aujourd'hui à cette compétition. Et pour tout cela, un grand merci au jury et au public présent ce soir, ainsi qu'aux professeurs et intervenants qui nous ont aidés pendant toute cette année. « 16 mai 2024. Veille de l'examen d'écrit blanc de français. Une des premières nuits blanches de révision de ma vie. Minuit. Je luttais contre mon sommeil et la pelle de la nuit blanche. 1 heure. Les démons de minuit continuaient d'essayer de m'entraîner vers les bras blancs de Morphée. 2 heures. Les fantômes de l'ennui me rapprochèrent de mon lit alors que la méthode du commentaire commençait enfin à s'ancrer en moi. 3 heures. La lutte acharnée contre mon ennemi continua. 4 heures. Je me cherchais des armes et des armures dans ce combat s'éternisant. 5 heures. Les armées ennemies avancèrent dans les tranchées de mon sommeil, mais le soldat que j'étais ne trouvait plus que fatigue en ses ressources. 6 heures. Je tentais désespérément de prolonger ce combat, ne serait-ce que d'1 heure, pour tenter de revoir la lumière du jour et échapper à ce combat sans couleur. 7 heures. L'heure était enfin au repos et à la délivrance. Je pris une douche et mon sac et partis vers le lieu de l'examen. Cette nuit blanche, je ne suis sûrement pas le seul à l'avoir vécue, à l'avoir connue. Ce fut le cas de plusieurs étudiants de première du lycée polyvalent Marc Zormois. Tentant désespérément de réviser une dernière fois, d'étayer leurs arguments de leurs prochains commentaires ou dissertations qu'ils allaient probablement foirer. Élèves qui affrontèrent et tentèrent d'échapper à leurs démons qui essayaient de les dissuader de continuer à réviser ce bac blanc, car, je cite, « un bac blanc de raté, ça ne changera rien à ta vie » ou bien alors, « ça ne sera pas compté dans le bac, on s'en fout ». Oui. Ces nuits blanches de révision, tout le monde y a eu droit, et ce, quel que soit le niveau d'études. Que ce soit du collège aux études supérieures, tout le monde comprend la douleur qu'elle procure. Les seules armes qu'un élève ou étudiant peut s'équiper dans celle-ci pour pouvoir tenter, essayer, que dis-je, espérer de ressortir le lendemain avec toutes les connaissances dans la caboche, sont leurs feuilles blanches, leur stylo bic noir et la lune leur faisant office de lampe, mais aussi de décompte, indiquant quand leur supplice s'arrêtera et le temps semblant figé reprendra. C'est bien dans un contexte
non colorés que des milliers d'étudiants ont passé leur nuit à réviser. Mais les nuits blanches ne sont pas vécues pour seulement des révisions où tu ne veux pas dormir, où le sommeil est ton ennemi, mais peuvent être aussi causées par des pensées qui t'empêchent de dormir, à cause desquelles tu te trouves dans l'incapacité de fermer les yeux. Moments causés par des pensées les plus noires les unes que les autres, pouvant commettre la dépression, car la charge de travail ou la charge mentale était trop importante. Ce qui peut faire perdre confiance en soi et déstabiliser leur sommeil, ne devenant qu'un bouton de plus dans la matrice. Ou, dans le pire des cas, les faisant sortir de leur lit, se rapprocher de la cuisine, prendre le couteau le plus aiguisé du tiroir, se le rapprocher avec hésitation, proche du cou ou du cœur, et dans une dernière pensée, se dire « À quoi bon de vivre quand la vie m'offre un tel destin ?» et commettre l'irréparable. Imaginez-vous un seul instant. Le vie, le don que leur ont donné leurs parents leur paraissait sans valeur et même empoisonné. Ils parvenaient même à se demander si ça valait le coup de vivre. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, il manque de couleurs aux nuits blanches. Nous avons besoin de couleurs dans ces nuits. Nous avons besoin, ils ont besoin de couleurs dans ces nuits semblantes interminables. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous voilez la face et mentez à des dizaines, des centaines, que dis-je, des milliers d'étudiants et de personnages dans le travail. Vous discréditez leur souffrance comme si ce n'était rien qu'un petit muret, un petit obstacle, en ignorant leur point de vue. Car ce muret, aussi petit soit-il pour vous, peut pour eux peut-être représenter un gigantesque mur infranchissable, tel le mur Maria. Et durant ces nuits blanches atroces, ils ne peuvent voir que peu de choses, mais bien trop récurrentes. Ils ont trop vu le noir, qui les laissa noyer dans la dépression et la noirceur que cache le cœur des hommes. Ils ont trop vu le blanc de la lune omniprésente étant la seule source de lumière auquel ils avaient accès, à ces heures émettant une lueur blanchâtre ou même cadavrique. On se lasse bien de ces couleurs non vives, sans vie et vides. À ces nuits, il manque de couleurs. Il leur manque du rouge, celui de l'amour, celui de la vie qui coule dans nos veines. Sentiment fort faisant battre le cœur à des kilomètres à l'heure, comme moi maintenant. Mais cœur reste enfermé, car peur de ressaigner. Il leur manque du bleu, celui de la paisibilité et du calme, comme celui que nous offre la mer avant de repartir en arrière. Bleu remplacé par celui de la tristesse, ne voulant plus quitter leurs yeux et leurs joues. Il leur manque du vert, celui de l'espoir qui nous fait tenir de jour en jour et nous permet d'avancer. Vert perdu depuis trop longtemps dans leur esprit devenu végétatif. Il leur manque du rose, celui de la tendresse et du romantisme que seul un être cher peut nous procurer. Être cher, repoussé, de peur de le blesser. Il leur manque du marron, celui de la sérénité et de la confiance, restant tel un arbre combattant
toutes les tempêtes sans esquisser le moindre geste. Arbre, devenu si fragile et fébrile, s'envolant à la moindre brise, noyé par la dépression. Il leur manque du jaune, celui de la joie et de la bonne humeur qui enivre le corps et l'esprit. Couleurs, depuis longtemps oubliées, devenues inconnues à leur esprit surchargé de ces mauvaises pensées. Les nuits blanches manquent de couleurs. Leurs nuits blanches manquent de couleurs. Il leur manque ces couleurs pour peindre la vie qui réussirait à les sortir de la tristesse afin de sortir de ces nuits incolores et peindre l'esprit libre à la manière de Picasso ou Léonard de Vinci. Ils ont besoin de celle-ci pour redécouvrir le monde qui les a enfermés dans ces nuits vides de sens et de couleurs. Et c'est pourtant 13% des Français qui ont vécu une dépression au cours de l'année 2023, selon une étude du gouvernement. 13% des Français ont dû vivre des nuits blanches, atroces, vides de sens et de couleurs durant l'année précédente. Et continuent peut-être encore. Ces 13% des Français ne pouvant plus dormir à cause d'une surcharge mentale ou de travail, ce qui a mis leur propre santé en péril. Ces Français, nos chers compatriotes, ont passé des nuits entières sans certitude de lendemain. Des nuits blanches, manquant de couleur. Les nuits furent blanches, mais les pensées, elles, étaient noires. Malgré l'obscurité bleue qui nous baigne, mes paupières sont encore pleines de soleil, de flammes roses, d'ombres qui bougent, balancées, et je contemple ma journée, les yeux clos, comme on se penche derrière l'abri d'une persienne sur un jardin d'été éblouissant. Cet extrait de la nouvelle Nuit blanche de Colette résonne comme un appel à la découverte de nouvelles sensations, nouvelles odeurs, nouvelles couleurs. Cette situation, cette action, cette intention à rester éveillé n'est pas un simple défi contre le sommeil, mais une invitation à explorer la richesse des expériences nocturnes. Elle nous plonge dans un univers parallèle où les perceptions sont intensifiées, où l'esprit vagabonde à travers des couleurs invisibles en plein jour et des nuances qui ne se dévoilent que sous les cieux foncés. C'est durant la nuit que l'art est à son apogée. C'est là où l'esprit éclaire, l'art prospère et l'artiste se libère. Il se sent vivant. Mais de là, je me pose une question. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible de se sentir vivant quand le soleil lui-même s'en va mourir ? Vous aurez tendance à croire que l'absence de couleur est synonyme de ces nuits blanches, incolores. Cependant, je ne suis pas d'accord, et je ne suis guère seule, car Van Gogh le pense aussi, le peint aussi. Sa nuit étoilée, elle-même peinte dans son décor, montre qu'elle est pleine de nuances, de sentiments, de couleurs, qui vous font ressentir mélancolie, bercement et passion. Ces tourbillons de lumière et ces couleurs vibrantes défient les ténèbres, qui nous rappellent que la beauté et la vie existent, même dans les moments les plus sombres. La nuit est un moment où l'âme peut vraiment s'exprimer et se sentir vivante. Lors de la journée, le virtuose répète ses gammes et ses arpèges. Et c'est la nuit venue qu'il prélude, compose, improvise, trouvant dans l'obscurité et le silence nocturne une source infinie d'aspiration, transformant chaque note en œuvre d'art. Les ombres dansantes et les murmures du vent stimulent son imagination, lui permettant d'explorer des mélodies nouvelles. Dans ce calme solennel, chaque son prend une dimension mystique. Chaque accord résonne comme une révélation. C'est ainsi que, bercé par la sérénité de la nuit, il transforme ses rêves en musique. Il tisse des compositions qui captivent et enchantent ceux qui les écoutent.
On dit aussi que la nuit blanche est la meilleure chose qui puisse arriver à un écrivain, car elle est plus propice au lâcher-prise. Adieu les pensées trop terre-à-terre de la journée, et bonjour à la compagnie de la lune étincelante, qui nous réconforte beaucoup plus que ce soleil agressif. Ces nuits peuvent être calmes, comme pétillantes, mais c'est là que l'aspiration vous vient. C'est là que toutes vos émotions de la journée passée se rassemblent et vous retombent dessus en même temps que la tombée de la nuit. Puis de là, l'atmosphère est plus profonde, intense, dense. Danse, une danse, oui, dansons la valse. C'est aussi pendant la nuit que les bals, les soirées, les fêtes ont lieu. Les jazzman, les musiciens, les chanteurs ne se produisent qu'à la tombée de la nuit et le public est là, réveillé, prêt à sauter, chanter, crier. Cher public, pensez, imaginez, sentez les lumières scintillantes, les rires et les conversations animées qui emplissent l'air, créant une atmosphère électrisante où chacun oublie les soucis du quotidien. C'est dans cette ambiance effervescente que la magie opère, les notes de musique se mêlent au battement de vos cœurs, et vos corps se meuvent en harmonie avec les rythmes envoûtants. Les artistes, portés par l'énergie du public, donnent le meilleur d'eux-mêmes, transformant chaque performance en une joyeuse célébration. La nuit devient alors le théâtre de toutes vos émotions, où votre joie et votre extase se mélangent pour créer des souvenirs inoubliables. Les heures s'écoulent, la nuit avance, mais l'enthousiasme ne faiblit pas. Chaque morceau joué, chaque chanson chantée, chaque danse exécutée semble repousser les limites du temps, comme si l'aube ne devait jamais arriver. Puis il y a cet instant de grâce, où la musique devient presque tangible, où chaque note résonne avec une clarté et une profondeur qui touchent vos esprits. Et lorsque finalement le jour se lève, emportant avec lui les dernières notes de musique, chacun repart chez soi, le cœur rempli de souvenirs vibrants et d'une énergie nouvelle, prête à affronter le jour à venir. Ces nuits féeriques nous rappellent que, même dans l'obscurité, il existe une lumière intérieure prête à éclater en 1000 éclats de couleurs, illuminant nos vies et nos rêves. Même après cela, certains pourraient encore penser que ces nuits soient toujours aussi ennuyeuses, vides, interminables. Et je ne le nie pas, car c'est vrai. Que se passe-t-il quand ces événements, ces festivals, ces rassemblements n'ont pas lieu ? Eh bien, tout le monde dort, tout est fermé, et vous voilà seul, éveillé, avec pour seule compagnie votre insomnie. Cependant, laissez-moi vous rappeler qu'il est extrêmement déconseillé d'enchaîner plusieurs nuits blanches, pour le simple fait que la folie pourrait toquer à votre porte. De là, j'en vise donc un danger. La folie elle-même est une couleur. Elle peut vous faire halluciner. Elle peint vos pensées, transforme la réalité. Vous pourriez voir des ombres danser sur les murs, entendre des mélodies inexistantes ou sentir des présences invisibles. La folie a ses couleurs et ses charmes. Il est donc vital de ne pas s'y perdre. Alors pour ceux qui aiment explorer les mystères de la nuit, faites-le avec prudence. Saisissez les moments d'inspiration et de beauté que l'obscurité peut vous offrir, mais n'oubliez pas de revenir à la lumière du jour pour retrouver l'équilibre nécessaire de votre bien-être. Pour finir, j'aimerais vous faire part de mon opinion. Ces nuits-là sont celles que je préfère, celles auxquelles je me réfère et celles où j'ai parfois souffert. Elles sont un mélange complexe d'émerveillement et de tourment, de solitude et de connexion avec moi-même. Ce sont ces nuits où le silence est si profond que chacune de mes pensées résonne avec une clarté troublante et où les étoiles me semblent plus proches. Elles me permettent de plonger dans un abysse mental, d'explorer des coins cachés de mon esprit, mais elles restent un jardin où je peux me perdre et me retrouver, où je peux souffrir et me réjouir. Cela semble évident que, oui, à force de plonger dans les profondeurs de mon existence, je m'y noierai. La folie me rattrapera pour ces moments d'authenticité et de découverte. Et c'est selon moi ce qui rend ces nuits éternellement précieuses à mes yeux.
L'atelier d'éloquence nous apporte beaucoup à tous et à toutes depuis le début de l'année. On s'est tous améliorés et tous les finalistes et toutes les finalistes et élèves ici présents pourront approuver. Nous avons des intervenants qui nous apprennent beaucoup et personnellement, leurs conseils m'aident au quotidien. Nous faisons des sorties qui sont non seulement divertissantes, mais aussi une façon plus simple, plus plaisante d'apprendre à être éloquent, d'apprendre à s'exprimer. Ces sorties sont de tout genre, mais elles nous apprennent toutes quelque chose. Pour ma part, l'été dernier, je suis parti en vacances 3 semaines dans un pays à l'étranger. Dans un pays où le français est plutôt bien parlé, et pourtant, j'avais toujours cette peur en moi, la peur de parler aux autres. Simplement demander une bouteille d'eau était pour moi impossible, alors que j'avais soif. C'est pourquoi, confronté à cette peur, je me suis dit 2 choses. Premièrement, je vais peut-être commencer à travailler l'anglais en cours. Et secondement, en rentrant en France, je veux parler. C'est pourquoi, une fois arrivé au lycée, lorsque l'atelier d'éloquence s'est présenté à moi, telle la quête d'un marchand malicieux, j'ai sauté sur l'occasion, espérant gagner un peu d'expérience. Et depuis cette première séance, où en cercle nous nous présentions, je n'ai pas manqué une seule fois notre rendez-vous quotidien au CDI. Progressant de pas à pas, de jour en jour, de défaite en défaite, avant de finalement me retrouver devant vous aujourd'hui, sans peur. Et ça, grâce à mes professeurs, M. Aladrati et M. Pinault, que je remercie infiniment. Maintenant, je vais vous demander une dernière chose. Retenez mon visage, car l'année prochaine, je gagnerai. C'était le 3 mai 2024. C'était lors du premier tour du concours d'éloquence dont vous regardez actuellement la finale. Avant chaque duel, chaque orateur fut présenté et c'est M. Aladrati ici présent qui s'en est occupé. Quand vint mon tour, on me présenta comme quelqu'un de humble. Et à ma grande surprise, cela provoqua l'hilarité chez mes camarades. Mais moi, je n'ai pas souri. Je n'ai pas souri car je ne comprenais pas ce qui provoquait ces rires. En effet, je suis extrêmement humble de nature. Loin de moi les gens présomptueux et prétentieux, les gens qui, devant le miroir, sont en admiration, en adoration, en exaltation devant leur propre reflet. En somme, ceux avec un ego surdimensionné. Mais l'ego, est-il aussi mauvais que ce que l'on prétend ? En effet, l'ego c'est l'orgueil, l'arrogance, mais c'est avant tout, étymologiquement, l'expression du moi, la représentation de la conscience en latin. Cet ego est-il création ? L'ego est-il un jeu de construction ? Eh bien, malgré mon humilité grandissante, abondante et exubérante, je vous dirais que oui, l'ego est un jeu de construction. We build the world. C'est un des nombreux slogans de la marque danoise Lego. Ce slogan prône la créativité et la capacité de changer le monde. Changer le monde brique après brique. En un mot, la construction. Eh bien, tout est dit. Lego est un jeu de construction. Un jeu de construction à l'adresse des enfants. Mais l'ego, au sens d'orgueil et d'arrogance, est cette fois-ci un jeu de construction à l'adresse des adultes. 1957, lancement de Sputnik 1, et lancement par la même occasion de la conquête spatiale. Tout s'est ensuite enchaîné. Gagarine, 1961, alunissage, 1969. La mission Apollo 11 a été un trou, un puits, un gouffre financier, compris entre 200 et 240 milliards de dollars actuels. Au-delà du contexte géopolitique, c'est l'ego qui a été le propulseur, le réacteur de ce projet. Ce dernier est donc constructeur et créateur. 2009, fin des travaux du Burj Khalifa. Une tour contenant des appartements luxueux, des bureaux, des restaurants et bien d'autres, volant par la même occasion le record de la tour la plus haute du monde. Cependant, presque 276 mètres de cette tour ne servent à rien. C'est-à-dire que 30% du Burj Khalifa sont creux, sont vides, sont inutilisés. C'est la hauteur de vanité en architecture, c'est le syndrome du Brice. Un trouble se traduisant par la démesure et par l'orgueil,
en un mot, par l'ego. En effet, selon les experts, à partir du 63e étage d'une tour, chaque étage supplémentaire coûte exponentiellement plus cher. Plus simplement, une tour de plus de 63 étages sera compliquée, voire impossible à rentabiliser. Or, le Burj Khalifa possède près de 163 étages. En effet, motivée par l'ego, cette tour n'avait pas pour ambition d'être la plus rentable, ni même la plus luxueuse, mais bel et bien la plus haute. Sa construction a été motivée par l'ego des ingénieurs, des architectes et des dubaïotes, et, brique après brique, ce projet a abouti. Puisque l'on s'est permis de me donner un sujet avec un jeu de mots que l'on qualifiera de discutable, je vous dirais que l'ego n'est pas un jeu de construction. L'ego est un jeu de construction. J-E. En effet, selon le philosophe David Hume, l'ego serait une création de l'homme, afin de se rassurer. L'éducation crée le moi. Or, l'ego, c'est étymologiquement l'expression du moi. De ce fait, l'éducation crée donc l'ego. L'éducation, c'est ce qui consiste à conduire un individu hors de son état de nature, de son état animal. L'éducation s'exprime donc au travers de l'ego comme quelque chose de créateur, tout simplement car l'éducation va lui ouvrir les portes de la conscience, de la connaissance et de la cognition. Et cela lui permettra inévitablement de s'émanciper, car dès lors un individu pourra théoriquement discerner le bien du mal, le moral de l'immoral, le légal de l'illégal. Et toutes ces capacités lui sont permises grâce à l'ego, qui a alors joué un rôle déterminant dans la construction d'un individu. Ainsi, l'ego permet de construire un individu, et ce, brique après brique. Mais attention, il est également destruction. Du moins, c'est ce que vous pouvez penser et ce que vous pouvez m'opposer. Je vous l'accorde, l'ego peut être source de destruction. Mais la destruction s'oppose-t-elle nécessairement à la création ? La construction ne se fait-elle pas irrémédiablement par la destruction de son alter ego ? Eh bien oui, la destruction engendrée par l'ego engendre par la même occasion une création, une construction. En effet, il existe le phénomène de résilience. C'est la capacité qu'a un être humain à surmonter des chocs traumatiques. En effet, il arrive à des moments de notre existence que l'on se sente brisé, traumatisé ou affecté psychologiquement. Mais c'est le moment où cette résilience apparaît et nous permet de surmonter cette étape en ressortant grandi, en tirant des enseignements. L'ego n'est pas forcément destructeur, mais quand bien même il l'est, il permet une création. L'ego, sous sa forme d'expression du moi, permet une création, ou du moins un changement. Cela nous est tous déjà arrivé, ou nous arrivera un jour. Lorsque l'on arrive à la période de la puberté, il y a une destruction métaphorique de notre état d'enfant qui nous permet de nous construire sous la forme adolescente. De même pour le passage à l'âge adulte, où il y a une destruction de notre précédente forme qui laisse place à une forme, cette fois-ci théoriquement plus mature. Tels des Pokémon, nous évoluons au fur et à mesure du temps, et ce, grâce à l'ego. Car cette évolution induit nécessairement la destruction de notre précédente forme. L'ego conduit ainsi à une création, à une destruction, car c'est brique après brique que nous évoluons. L'ego est un jeu de construction, car l'ego, c'est l'expression du moi, la représentation de la conscience. En effet, il existe deux formes d'identité. L'identité personnelle, c'est la façon dont un individu se représente, la façon dont il se caractérise, et l'identité sociale. C'est la façon dont, cette fois-ci, la société va percevoir un individu, la façon dont elle va le représenter. Or, la majeure partie des gens s'accordent à dire que l'identité personnelle est supérieure à l'identité sociale, tout simplement car la logique serait de dire que l'on sait qui l'on est avant que les autres ne le sachent. Cependant, pour le philosophe Clément Rosset, c'est l'inverse. La manière dont les autres nous perçoivent va influencer le rapport psychologique que l'on entretient avec nous-mêmes. Et dès lors que notre identité sociale est menacée, notre rapport au moi vacille. L'enfer, c'est les autres, tout simplement car notre identité est déterminée, chosifiée, voire même créée par le point de vue de l'autre. L'ego est donc un jeu de construction, car notre identité est en constante construction, en constante évolution en fonction du regard que la société porte sur nous. Elle s'assemble brique après brique. Ainsi, je vous dirais que l'ego est bel et bien un jeu de construction, car il pousse à la création et à l'innovation.
Mais c'est avant tout l'ego qui nous construit en tant qu'être social, en tant qu'individu doué de conscience. Que ce soit par le biais de l'éducation ou du regard d'autrui, c'est brique après brique que l'ego fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. « 16 ans. Voilà maintenant 16 ans que le soleil de ce monde est né. J'ai nommé moi. Voyez-vous, je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis née pour illuminer le quotidien morose de mon entourage. Et j'ai commencé en premier à illuminer celui de mes parents. Mes parents, je leur dois beaucoup. En fait, non, je leur dois tout. Que ce soit mon éducation, mes résultats scolaires, mon caractère, tout. Et je pense que c'est aussi grâce à eux que j'ai une si belle image de moi-même. Moi, je me vois comme une personne calme, intelligente, rationnelle, humble, même si pas autant que toi, Éloi. Pourtant, j'entends parfois mon entourage dire de moi que je serais égocentrique. Alors certes, j'ai confiance en mes capacités et j'aime parfois le rappeler, mais suis-je égocentrique pour autant? Savez-vous même ce qu'est l'ego? En tout cas, soyez sûrs d'une chose, c'est que l'ego n'est pas un jeu de construction. Mais commençons par le commencement. En philosophie, l'ego est la représentation qu'on a de nous-mêmes. C'est une image totalement faussée qui peut varier et dont on essaye parfois de se rapprocher sans le remarquer. Bon, ça c'est la théorie. Mais qu'en est-il de la pratique? Dans la vie courante, on aime parler de l'ego comme quelque chose de... En fait, non, on n'en parle pas, tout simplement. J'ai une amie qui ne savait même pas ce qu'était l'ego jusqu'à récemment. Mais c'est normal. On l'invoque sous une autre forme, sous un autre mot. En réalité, l'ego est évoqué chaque jour sans qu'on ne s'en rende compte. Parfois, il apparaît plus concrètement, et parfois on nous traite d'égocentrique parce qu'il est un peu trop présent. Mais si vous savez bien, c'est ce mot qu'on aime utiliser dans toutes nos phrases, au point où il résonne comme une emphase. L'ego est un jeu. On dit que parmi les 6 personnes, la première est la pire de toutes. Eh bien, l'ego, c'est ce jeu. C'est ce jeu que vous voyez vous, mais jamais celui que les autres voient. C'est ce jeu que vous avez modelé à votre façon, sans faire attention, par vos actions et vos réflexions, sans même en avoir l'intention. Non, mais moi, l'ego. Mais cet ego, vous ne l'avez pas construit. Alors, pourquoi dit-on que l'ego est un jeu de construction? Eh bien parce que cet ego, cette image que vous avez de vous-même, ne reste jamais la même bien longtemps. En effet, cette image varie au fil du temps, de nos actions et comportements. L'image de la moi de 5 ans n'est plus la même que celle de la moi de 16 ans, et celle de la moi de 25 ans sera encore différente. Ce jeu, qui ponctuera mes phrases, changera lui aussi, mais il ne disparaîtra pas. Il n'a jamais été remplacé par un plus grand ou plus puissant. C'est toujours le même qui m'accompagne depuis que je suis enfant. Mais ce jeu, tout comme moi, a grandi. Il s'est adapté à ma société, mon mode de vie et mes volontés. Il a évolué. Alors, cet ego, vous ne l'avez pas construit. Cet ego, vous l'avez façonné, adapté, ajusté et parfois même abîmé, mais vous ne l'avez jamais construit. Car l'ego n'est pas un jeu de construction, mais un jeu d'évolution. Mais certaines personnes s'obstinent à penser le contraire. Certaines personnes voient l'ego comme un artifice, un édifice, un ensemble de couches formant une bâtisse fondatrice, mais soyons réalistes. Dire que l'ego se construit reviendrait à dire qu'il n'y avait rien avant. Mais si l'ego est un jeu, c'est dire que je n'étais rien avant. Alors, y a-t-il un moment dans mon existence où je n'étais rien? Mais si ce moment a existé, existais-je? Étais-je? Mais qui parle quand je dis je? Combien de voix résonnent en moi? Que veut dire d'ailleurs être soi? Être ou ne pas être? Shakespeare avait raison, c'est toute la question. Mais dans ce sujet, inutile de nous la poser, car non, l'ego n'est pas un jeu de construction. Non, cet ego, il n'a pas été fabriqué, car c'est avec nous qu'il est né à la maternité. Cependant, ce qui se construit,
c'est notre confiance en ce jeu. Et c'est souvent là qu'il y a méprise. Alors que l'ego est présent depuis le début, l'estime de soi, ce n'est qu'après qu'elle est apparue. Et c'est souvent avec elle qu'on confond l'ego. Mais bien qu'ils soient tous les deux liés par un jeu, l'estime se construit quand l'ego se subit. L'ego est-il un jeu de construction? Quel sujet! Et je ne pouvais l'aborder sans parler d'un jeu qui a bercé nos enfances. Les Legos. Qui n'a jamais joué avec des Legos? C'est un incontournable. Cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, on en a forcément déjà reçu. Les Legos, c'est un classique. C'est un Molière, un Zola, un Voltaire de l'enfance. Et moi, j'ai appris récemment qu'on disait des Legos qu'ils étaient un jeu de construction. Mais qui a décidé ça? Qui a décidé que les Legos étaient un jeu de construction? Le créateur ou l'entreprise peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a bien une chose que mes parents m'ont appris, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Alors moi, comme toujours, j'ai décidé de vérifier. Mais dans tout ça, c'est quoi un Lego? Eh bien, encore une fois, Lego est un jeu. Et cette fois, c'est un jeu composé de briques qu'il faut assembler pour former quelque chose. Un personnage, un véhicule, un bâtiment, ça dépend. Alors, il faut parfois reconnaître ce qui est. Oui, les Legos sont faits pour construire. Mais, est-ce que ça fait d'eux un jeu de construction? Non. Cette fois, les Legos sont un jeu de création. Alors oui, cet argument, on pouvait le voir venir à des kilomètres. Et certaines personnes iraient même jusqu'à me dire que les jeux de construction sont aussi des jeux de création. Alors allons-y, définissons ce terme. Le jeu de construction est un jeu dont le but est d'organiser, de réunir ou d'assembler différents éléments afin de réaliser un nouvel ensemble. On assemble, on ne crée pas. Eh bien, à première vue, il pourrait sembler évident que oui, les Legos sont un jeu de construction. Après tout, le but du Lego, c'est de construire. Alors oui, le but du Lego est de construire. Mais est-ce réellement le but du jeu? Les Legos ont-ils réellement été créés pour nous faire simplement construire? Non. Les Legos sont faits pour créer. Créer des structures, certes, mais pas que. Avec des Legos, on a la possibilité de concevoir des histoires illusoires par milliards et on continue de croire que Lego est un jeu de construction. Lego n'est et ne sera jamais un jeu de construction. Parfois, je me demande comment les gens me voient. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'ils ne me verront jamais comme je me vois. Mon ego, je suis la seule à le voir, et il en va de même pour vous tous. Et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a rien de plus faux que son ego, car comme l'a si bien dit Rimbaud, je est un autre.